Benoît Biteau nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir à vous. Député européen, Europe Écologie Les Verts. Oui. Paysan en Charente-Maritime. Paysan, c'est ainsi que vous souhaitez être présenté. Un mot d'abord sur les images qu'on vient de voir. Est-ce que vous soutenez encore aujourd'hui ce type d'opération coup de poing ? Aujourd'hui, force est de constater qu'effectivement, le gouvernement s'est pas adressé aux bonnes personnes pour essayer de définir les mesures dont on a besoin. Et c'est assez simple à comprendre. Les manifestations qui ont été déclenchées, c'est des manifestations d'agriculteurs qui sont en difficulté de revenus. C'est la principale revendication. Les politiques publiques sont déterminantes dans la constitution du revenu d'un agriculteur. Aujourd'hui, 80% des aides de la politique agricole commune vont à 20% des agriculteurs. Ceux qui manifestaient ce matin, ceux qui manifestent depuis le mois de janvier, font partie des 80% d'agriculteurs qui ne ramassent plus que les miettes que leur ont laissé ceux qui se sont gavés avec les politiques publiques. Mais quand vous dites que le gouvernement ne s'adresse pas aux bonnes personnes, c'est-à-dire il continue de s'adresser aux 20%. Aux 20% qui pilotent le syndicat majoritaire de la FNSEA, aux 20% qui ont intérêt à ne rien changer parce que les grandes exploitations, en gros, c'est ça. Exactement, parce que eux, ils ont pas intérêt à changer tout ça. Et donc forcément la base, à l'origine de ce mouvement dans le Sud-Ouest justement, est très inquiète des mesures proposées par le gouvernement parce que ils sont hors sol. Je suis désolé, et les mesures qu'ils proposent ne sont pas du tout adaptées à ce que attendent les agriculteurs, la base des agriculteurs qui est à l'origine de ce mouvement. Alors on va aller plus loin un petit peu sur ces mesures attendues, mais d'abord. Le salon de l'agriculture a été marqué aujourd'hui par la présence des dirigeants écologistes. On va écouter Marine Tondelier, c'était cet après-midi. On peut pas demander à une profession des efforts supplémentaires. Le sujet, c'est pas l'écologie, c'est que cette profession, elle crève. Vous trouvez normal que la commande publique, ça fasse venir des agneaux de Nouvelle-Zélande, des poulets du Brésil et qu'on serve de la merde à nos enfants ? C'est un problème. Parce qu'en plus, ça nuit à nos agriculteurs. Et donc tout ça, nous, c'est pas des paroles, c'est pas un programme théorique, c'est ce qu'on fait déjà dans nos villes. Ça marche, ça rend heureux les enfants, les parents, les agriculteurs et c'est gagnant, gagnant, gagnant. Donc c'est ça notre projet. Gagnant, 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 c'est ça notre projet. Certains disent quand même que les écologistes sont les grands perdants de cette séquence de crise depuis le début de l'année, quand on prend en compte les réponses du gouvernement. Vous êtes d'accord ? Alors, ça dépend de quoi on parle. Les écologistes sont présentés par ce gouvernement, effectivement, comme les responsables de tous les maux de l'agriculture. Sauf que, depuis quand on a un président de la République écologiste ? Depuis quand on a un Premier ministre écologiste ? Depuis quand on a un ministre de l'Agriculture écologiste ? Donc nous faire porter la responsabilité de ce qui est en train de se passer, c'est quand même un peu fort de café. Alors que ces gouvernements successifs depuis 30 ans sont à l'origine des politiques publiques qui sont dévastatrices pour l'agriculture et qui, plutôt que de endosser la responsabilité de la dérive de ces politiques publiques, cherchent dans leur récit le punching ball idéal, c'est-à-dire les écologistes et l'Union européenne. Et donc, non, on n'est pas perdant. Alors, on est perdant... l'écologie est perdante, mais les écologistes ne sont pas perdants. Parce que les écologistes, on leur tend le micro, on leur demande mais comment ça se fait que l'agriculture est en crise, c'est de votre faute, et on est capable d'expliquer que depuis très longtemps, le projet écologiste est compatible avec une agriculture au rendez-vous de l'histoire sur les enjeux du climat, de la santé, de la biodiversité, mais aussi de la souveraineté alimentaire, du revenu digne des paysans et du renouvellement des générations. Donc on est capable de montrer que on est constant dans notre projet, on est capable de montrer que nous on n'a pas voté cette PAC désastreuse au Parlement européen, alors que eux l'ont voté, qu'ils soient la République en marche, qu'ils soient les Républicains, qu'ils soient le Rassemblement national, et que nous systématiquement nous opposons aux accords de libre-échange. Alors, qui sont... on reviendra un petit peu plus tard sur les accords de libre-échange, mais c'est vrai que on profite de votre présence qui est assez intéressante, puisque vous êtes, je le rappelle, à la fois paysan et à la fois élu écologiste. Avec cette grande question, comment concilier écologie et agriculture quand on voit que certaines revendications des agriculteurs sont considérées comme une hérésie pour les écologistes. Exemple très précis, la pause sur la réduction des pesticides. Comment ? C'est parfois un peu le grand écart pour vous ou pas ? Ah non, pas du tout. C'est pas du tout le grand écart. C'est-à-dire que, encore une fois, ceux qui demandent une pause sur l'utilisation des pesticides, c'est les 20% dont je vous parle. Le sondage de BVA est particulièrement édifiant. 62% des agriculteurs disent qu'il ne faut surtout pas renoncer à la transition écologique. 23% y compris ceux qui sont en difficulté financière. Mais bien sûr, puisque c'est une réponse économique, la réduction des. Mais si j'ai le temps, je vais pouvoir l'expliquer. Et 23% des agriculteurs disent que la transition écologique c'est une réelle opportunité pour eux. Il y a plus que 15% d'agriculteurs qui ne veulent pas renoncer aux pesticides. C'est toujours les mêmes, ceux dont je vous ai parlé au tout début. Et donc, en vérité,
La réduction des pesticides, c'est une mesure économique. Moi, je viens d'une région où on a l'expérimentation sur la plaine expérimentale de Chizé. Ça fait depuis 1986 qu'ils réduisent de 50% l'utilisation des pesticides. Depuis 1986. C'est exactement la trajectoire d'Ecophyto. C'est exactement la trajectoire de la stratégie de la ferme à la fourchette au Parlement européen ou de la stratégie pour la biodiversité. C'est quoi le résultat de toutes ces années sur plusieurs milliers d'hectares? On n'est pas sur une petite expérimentation sur 3,5 carrés là. Hein. On est sur plusieurs milliers d'hectares, plusieurs centaines d'agriculteurs. Eh bien, en réduisant de 50% les pesticides, on ne baisse pas la productivité. C'est même plutôt l'inverse parce qu'on restaure de la biodiversité partenaire de l'agriculture, et que au bout du bout, l'agriculteur gagne 200 € par hectare et par an supplémentaires. Pour qu'on et je comprenne finis, bien, 100 hectares, c'est la taille moyenne d'une structure céréalière en France. 100 hectares fois 200 €, ça fait une mesure du revenu de 20 000 € par an à l'échelle eh bien, ce que demandent les agriculteurs, ce qu'ils demandent, c'est pas de renoncer à l'utilisation des pesticides, ce qu'ils demandent, c'est d'être accompagnés. Et donc, ça convoque encore les politiques publiques. Le gros enjeu, c'est l'augmentation des revenus pour les agriculteurs. Une grande majorité d'entre eux sont en grande difficulté financière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, avec peut-être des exemples concrets, comment la transition écologique peut aider à augmenter les revenus des agriculteurs? Beaucoup en doutent, y compris au sein des agriculteurs. Eh bien, ceux qui en doutent, c'est une minorité, mais c'est ceux qui veulent rien changer. Les conservateurs, je le répète, au cas où vous n'auriez pas compris. Mais ce que je vous dis, et l'exemple de la plaine de Chizé est un très très bon exemple. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que les politiques publiques accompagnent cette transition. Ce que nous disent les agriculteurs, et c'est l'intérêt du sondage de BVA, c'est qu'ils veulent être accompagnés. C'est ça l'enjeu. Et donc aujourd'hui, 75% des aides publiques de la politique agricole commune... 9 milliards d'euros par an. 9 milliards d'euros par an. Eh bien, les 6 premiers milliards vont enrichir des agriculteurs sans aucune conditionnalité. Et on perfuse... Donc c'est un problème de répartition de ces 9 milliards 80% des aides à 20% des agriculteurs. C'est la donnée européenne, c'est 81%. En France, c'est 53% de l'enveloppe des 9 milliards dont vous parlez à 20% des agriculteurs. Donc on a une difficulté de répartition des aides. Si on répartit mieux ces aides, si on pose des règles de conditionnalité, bien sûr que ces aides publiques vont accompagner cette transition et va permettre aux agriculteurs de passer le cap pour que enfin ils arrivent sur une agriculture qui est écologique et qui va leur permettre de mieux s'en sortir économiquement parlant. Donc vous dites quand même oui à une agriculture intégrée dans l'Union européenne avec cette aide dont les agriculteurs ont besoin, mais qu'est-ce que vous dites quand le RN affirme que Bruxelles est en train de tuer l'agriculture française? On a besoin de cette aide de Bruxelles, mais qui soit mieux définie, mieux répartie, mieux organisée. C'est ça l'idée pour vous savez, des écologistes? Vous savez, moi je suis député européen, l'Europe dans laquelle je siège n'est pas parfaite. Mais et donc il y a des choses à améliorer et moi plutôt que de jeter l'eau du bain et le bébé avec, je propose qu'on réforme cette politique agricole commune. La vraie réponse pour sortir les agriculteurs de la difficulté dans laquelle ils sont, c'est pas de faire moins d'Europe, c'est pas de sortir de l'Europe, c'est pas de renoncer à l'Europe, c'est de faire plus d'Europe. Parce que si on fait plus d'Europe, on protégera mieux nos agriculteurs. On saura mieux protéger nos agriculteurs des produits qui viennent hors du périmètre européen. On saura mieux protéger nos agriculteurs sur fond de dérèglement climatique, sur fond d'effondrement de la biodiversité. Parce que ce qui menace aujourd'hui l'agriculture au premier rang de tous les rangs, c'est l'effondrement de la biodiversité, c'est le dérèglement climatique, c'est pas l'utilisation des pesticides ou la réduction d'utilisation des pesticides qui fait que la ferme Europe produit moins, c'est pas la réduction de l'utilisation des engrais de synthèse qui fait que la ferme Europe produit moins. On n'a pas commencé. Et les études scientifiques sérieuses, y compris relayées par la Commission européenne, nous disent que ce qui explique aujourd'hui la difficulté de production, la réduction de production de la ferme Europe, c'est le changement climatique et l'effondrement de la biodiversité. Alors vous nous dites plus d'Europe. Dans les enjeux européens en ce moment, il y a les accords de libre-échange. On sait que Bruxelles travaille notamment avec les pays sud-américains. Pour l'instant, la France met son veto. Dans une tribune, vous appelez à faire disparaître ces accords de libre-échange, car selon vous, ils servent les intérêts d'une poignée d'agro-managers et d'industriels. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Qui a intérêt à faire des échanges planétaires? C'est pas le maraîcher qui va produire des fruits et légumes dans la ceinture maraîchère parisienne. Sauf que cet accord de libre-échange, pour être tout à fait précis dans ma question, dans cet accord de libre-échange global, il n'y a pas que l'agriculture, il y a aussi d'autres secteurs qui peuvent profiter aux exportations françaises. L'agriculture n'est qu'une petite partie des accords de libre-échange. La tribune que j'ai signée, j'imagine que c'est celle que j'ai signée avec José Bové dont vous parlez.
n'est pas exactement ce que vous avez dit. Ce qu'on nous disons, c'est qu'il faut sortir l'agriculture des accords de libre-échange, de manière à ce que l'agriculture, l'alimentation ne soit plus la variable d'ajustement pour vendre des Airbus, pour vendre des Mercedes, pour vendre... Donc on fait des accords d'agriculture sortis des accords de libre-échange de pays à pays. Ce qu'il faut faire, c'est relancer des discussions multilatérales. On a créé, ça va vous surprendre, mais on a créé l'Organisation mondiale du commerce. L'intérêt de l'Organisation mondiale du commerce, c'est de créer les conditions d'échanges multilatéraux. Dans la mesure où l'OMC est en panne aujourd'hui, on se rabat sur des accords bilatéraux, des accords de libre-échange bilatéraux comme ceux qu'on voit un peu partout avec le Kenya, avec la Nouvelle-Zélande, avec le Mercosur. C'est parce que les échanges multilatéraux n'existent plus. Je prends l'exemple de la Nouvelle-Zélande. On importe de 20 000 kilomètres la moitié de la production d'agneaux française pour la faire entrer dans l'Union européenne. 20 000 kilomètres. On sait pas faire plus loin. Et pendant qu'on a fait ça, les producteurs d'agneaux en France doivent chercher un débouché hors de l'Europe et vont aller vendre des agneaux en Chine. Est-ce qu'on n'est pas un peu farfelu dans tout ça? Eh bien, si on avait un espace d'échange et d'accords multilatéraux, on éviterait peut-être que ces agneaux fassent 20 000 kilomètres entre la Nouvelle-Zélande et l'Europe, et qu'ensuite l'Europe envoie vers la Chine. On pourrait peut-être se dire, si la Chine a besoin d'agneaux, qu'ils peuvent peut-être partir de Nouvelle-Zélande directement vers la Chine. Il nous reste peu de temps. Je voudrais vous entendre sur les européennes. Vous allez tenter d'être réélu sur la liste écologiste conduite par Marie Toussaint. Dans les sondages, la liste aussi entre 8 et 9%. On était à près de 14% en 2009 avec la liste conduite par Yannick Jadot. Est-ce que vous avez quand même l'espoir de faire aussi bien, voire mieux? Écoutez, moi je me rappelle c'est quoi l'objectif? En 2019, quand on était à une semaine du scrutin, tous les sondages nous donnaient à 6,5-7. À une semaine du scrutin. Et moi j'étais 11e, j'étais pas élu. Et le scrutin est arrivé au mois de mai, 13,5. Donc moi je suis un ancien sportif de très haut niveau, et tant que la cloche n'a pas sonné, on livre bataille, et on croit qu'on peut gagner. D'un mot, pas de liste commune avec la gauche. Pourquoi pas de NUP version Europe? Parce qu'on est dans un scrutin... C'est pourtant ce que veut la France Insoumise. Oui, mais ça vous a pas échappé que j'étais pas élu de la France Insoumise. Tout simplement parce que le scrutin de l'Union européenne n'est pas un scrutin secondaire. L'élection européenne n'est pas un scrutin intermédiaire secondaire. Et que la particularité de ce scrutin, c'est que c'est un scrutin à la proportionnelle. Et que quand on a un scrutin à la proportionnelle, toutes les voix comptent. Et donc, quand toutes les voix comptent, quand on part chacun avec notre identité, eh bien, on ramène beaucoup plus de députés pour siéger au Parlement européen avec des listes séparées, composantes de la NUPES, que quand on en fait une seule. Et si on est malin le soir du 9 juin, chaque formation de la NUPES pourra dire, nous, on a tant de députés, tant de députés, tant de députés. Et ce soir-là, on dira, les composantes de la NUPES ont un certain nombre de députés qui peuvent arriver devant La République En Marche, qui peuvent peut-être arriver devant le Rassemblement national. Le message est passé.